on va s'intéresser tout d'abord à une introduction aux différents modèles, aux différentes théories qui nous ont menés à la psychologie évolutionniste. Et qu'est-ce que c'est, après tout, la psychologie évolutionniste? Pourquoi on en est arrivé là et qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui Darwin. Peut-être que vous l'avez tous étudié quand vous étiez plus jeune. Donc Darwin, il a existé au 19e siècle, environ dans les années 1850. Il a produit une théorie et un livre qui s'appelle « L'origine des espèces ». Donc, ça parle de sélection naturelle, sélection sexuelle, mais qu'est-ce que tout ça, après tout? Je pense que vous avez des vagues souvenirs, je vais vous faire un petit rappel si c'est bon pour tout le monde. Donc, Darwin, lui, il était passionné de coquillages, de crustacés quand il était plus jeune. Il s'est dit, mais pourquoi ces crustacés, finalement, ils ont une forme spéciale et pourtant ils se ressemblent à différents coins du monde. Et c'est pour ça qu'il est amené à cette théorie de la sélection sexuelle et naturelle. Donc, qu'est-ce que c'est la sélection naturelle selon Darwin? Donc, tout d'abord, la sélection naturelle, c'est une lutte pour l'existence. Ça veut dire que les espèces et les animaux doivent lutter pour survivre. Celles qui survivent se reproduisent et celles qui se reproduisent se reproduisent. Donc, les gènes et les descendants vont reproduire et partager leur héritage. Donc, il décrit trois facteurs. La variation, donc le fait qu'un individu, lors de la reproduction, va peut-être avoir une mutation et donc transmettre un gène. Ensuite, l'héritage, donc ça va, la reproduction. Et enfin, la sélection. Si la personne en question a un gène qui favorise sa survie, alors il va se reproduire et il va être sélectionné finalement. C'est comme ça que vous voyez la sélection naturelle selon Darwin. Ensuite, il y a une deuxième partie, c'est la sélection sexuelle. Donc, la sélection sexuelle, comme je l'ai écrit, c'est la conséquence d'un accouplement réussi. Et il distingue deux catégories, la compétition intrasexuelle et la sélection intersexuelle. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que c'est la compétition intrasexuelle, sélection intersexuelle? Donc, la compétition intrasexuelle, c'est lorsque deux individus d'un même genre vont rentrer en conflit pour séduire la personne du sexe opposé. Donc, c'est assez clair. Tandis que la sélection intersexuelle, c'est par exemple deux personnes du même genre vont avoir un consensus sur la personne qu'elles vont trouver attirante. Et ce consensus, il va se transmettre aux descendants. Et c'est comme ça que, ainsi, des personnes ont des consensus pour déterminer quelle est la personne attirante au sein d'un groupe. Donc ça, c'est toujours la théorie de Darwin. Il faut savoir que ce n'est pas d'actualité, mais on va continuer. Et ça nous permet de mieux comprendre pourquoi c'est comme ça aujourd'hui. Donc lui, Darwin, il dit que la sélection, elle n'est pas intentionnelle. C'est-à-dire que, en fait, si on prend l'exemple des girafes, on n'a pas demandé aux girafes si elles voulaient avoir un long cou. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les girafes, celles qui avaient le plus de chances de survie, c'était celles qui avaient un long cou, qui pouvaient aller chercher loin dans les arbres, des pommes, des fruits, etc. Le seul problème de la théorie de Darwin, c'est qu'il avait du mal à comprendre que la théorie de l'héritage, comment se transmettaient les gènes et la descendance. Donc, il croyait qu'il y avait 50-50 venant des deux parents, et aujourd'hui, il y a beaucoup de théories, beaucoup d'études qui ont été faites à ce jour, et ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas exactement 50-50, il se peut que c'est 35, 65, etc. Donc, on en vient, du coup, au mouvement éthologique. Alors, qu'est-ce que c'est le mouvement éthologique? C'est le mouvement qui a succédé Darwin. Donc, le mouvement éthologique, il s'est intéressé à l'adaptation de la théorie de Darwin, mais au comportement humain. C'est-à-dire que ce qu'il considère, c'est que toute cette partie sélection naturelle et sélection sexuelle, on peut l'utiliser pour mieux comprendre notre comportement. Donc, pourquoi alors vous me dites, mais pourquoi on s'intéresse à ça alors qu'on parle de relations amoureuses? Vous allez très bien comprendre, c'est nécessaire de comprendre tout ça avant de comprendre comment fonctionnent nos relations amoureuses, parce que c'est la clé pour cette compréhension. Donc, ce qui dit le mouvement éthologique, c'est que chaque comportement nécessite une structure physique sous-jacente. Que ce soit un comportement, comment on se comporte dans la vie, mais aussi comment on se comporte, comment on marche, comment on utilise nos bras avec les muscles. Quand il dit un comportement, ça peut être les deux comportements que je viens de citer. Donc là, j'ai pris l'exemple de la locomotion bipède, le fait de marcher sur nos deux pieds et pas à quatre pattes comme nos ancêtres les singes. Donc il y a aussi un point intéressant que met en valeur le mouvement éthologique, c'est le fait que certaines espèces peuvent être reproduites
peuvent être reproduites pour certaines caractéristiques en utilisant la sélection. Donc, par exemple, les chiens. On sait qu'il y a des races de chiens, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez comment ça s'appelle, les golden, c'est une race connue pour être plus soumis que les autres, et en fait, on les reproduit pour leur soumission en particulier. Et à l'inversement, il y a d'autres chiens qui sont des bulldogs, qui sont beaucoup plus agressifs parce qu'on les a reproduits au fil des générations pour qu'ils soient agressifs. Le problème, et du coup, je voulais mettre en avant aussi un phénomène de l'empreinte. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du phénomène de l'empreinte. C'est un phénomène présent chez les canetons et les canards. En fait, ce phénomène, c'est lorsque un caneton naît, il va suivre la première personne qu'il voit. Si c'est un humain, il va suivre l'humain, il va le considérer comme son père ou sa mère, tandis que si c'est un canard, ça va être le canard. Donc c'est vraiment, c'est un phénomène vraiment purement pas culturel, mais bien inné, en quelque sorte. Donc plusieurs problèmes qu'a rencontré le mouvement éthologique, et on est obligé de passer par là pour comprendre nos relations amoureuses, c'est qu'on ne comprenait pas comment les schémas comportementaux fonctionnaient, qu'est-ce qui se passait dans la tête des animaux, et enfin, ce n'était pas très rigoureux. Et c'est là où on en vient à la théorie de l'aptitude inclusive. Donc lui, c'est William Hamilton. Donc cette personne, lui, il a existé durant le XXe siècle, il est mort aujourd'hui, et il a créé une théorie qui est vraiment encore aujourd'hui utilisée, et on va l'étudier un peu plus. Donc il faut vraiment partir du principe que si on était un gène, qu'est-ce qui faciliterait notre reproduction? On part du principe qu'on est un gène. Et donc, qu'est-ce qui faciliterait notre reproduction? Logiquement, si on est en bonne santé, on aura plus de chances de se reproduire, de survivre et de faciliter notre réplication. Si on reproduit notre corps, notre gène il aura tendance à se divulguer à nos descendants. Si ceux qui possèdent des gènes en commun avec nous se reproduisent, eux aussi, ils auront des gènes en commun avec nous et ce gène va survivre. Donc c'est vraiment très important de bien comprendre ça parce que ça aura un impact dans nos relations amoureuses. Donc ils définissent que c'est une adaptation, donc c'est des solutions à des problèmes spécifiques qui contribuent au succès reproductif. Le problème qu'a rencontré la théorie de l'aptitude inclusive, c'est quels attributs étaient des adaptations et quels attributs étaient innés ou évolutifs. Je reviendrai sur la définition d'évolutif plus tard. Ensuite, on en vient à la théorie de Triever. Et là, je tiens à préciser que la théorie est toujours d'actualité. Donc, elle va définir précisément ce qu'est l'impact dans les relations amoureuses. Tu voulais prendre une photo? Donc, là, je vais vous présenter les 3 théories qu'il a créées. Mais celle qu'on va surtout retenir, c'est la théorie de l'investissement parental. Donc, la théorie de l'altruisme réciproque, elle explique comment des relations entre des personnes non apparentées peuvent avoir lieu. Enfin vient la théorie de l'investissement parental, et là, ça va être vraiment la clé pour comprendre comment nos relations amoureuses fonctionnent. Je reviendrai donc plus en détail dans cette théorie. Et enfin, la théorie du conflit parent-enfant, que je ne vais pas non plus détailler. Et dans psychologie évolutionniste, il y a psychologie. Alors là, j'ai parlé surtout biologie, évolution, mais je n'ai pas trop parlé de psychologie. Dans la psychologie, il y a eu différentes théories qui ont vu le jour depuis le 19e siècle, 18e siècle, même 20e siècle. On peut parler de la psychanalyse de Freud, tout le monde a entendu parler de la psychanalyse de Freud. On peut parler de la psychologie de l'instinct de William James, le comportementalisme, la révolution cognitive. Je ne vais pas vous détailler tout ça parce que ce n'est pas très intéressant pour la compréhension de nos relations amoureuses selon la psychologie évolutionniste. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que certaines personnes et certains animaux sont prédisposés à apprendre des choses, tandis que d'autres non. Et l'environnement extérieur n'est pas l'unique responsable de notre comportement. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que si on était un ordinateur et qu'on voudrait apprendre des choses, eh ben, on pourrait par exemple utiliser Internet Explorer ou Google Chrome. On a les capacités pour utiliser les 2 logiciels, mais la culture va nous faire utiliser l'un ou l'autre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc maintenant, on arrive à la psychologie évolutionniste, et surtout, c'est ça qui va nous intéresser dans la clé pour comprendre comment fonctionnent nos relations amoureuses.